Svetlana, vous êtes le témoin de Tchernobyl. Vous êtes notre Antigone. Ce qui a eu lieu en 86 est un événement totalement atypique. Oui. Je ne l'oublierai pas. Oui, je suis un témoin bizarre. Témoin du passé ou peut-être du futur. À ce jour, je ne le sais pas. Du futur, parce que le futur nous parle du temps. Et effectivement, l'accident de Tchernobyl est d'abord un accident du temps, de la longue durée, d'une durée astronomique, la durée des radionucléides. Et donc, nous sommes en présence, à travers votre témoignage, d'un accident qui est local dans l'espace. C'est Tchernobyl, c'est la Russie, c'est un peu l'Europe, mais qui est global dans le temps. Il dépasse la vie des générations, il dépasse les siècles. Absolument. Et en ce sens, c'est un accident prophétique. C'est ça. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est un saut dans une réalité totalement nouvelle. Ce qui s'est passé est au-delà non seulement de notre connaissance, mais aussi de notre imagination. J'ai été frappée de voir comment, dans les premiers jours, tous les gens répétaient les mêmes phrases, en oubliant même leur propre souffrance. Je ne l'ai lu nulle part, je ne l'ai jamais vu au cinéma, personne ne m'a jamais raconté rien de tel. Les gens se sentaient comme s'ils étaient sur Mars. Tout était comme avant, et pourtant c'était un monde différent. C'est un événement du temps, mais c'est aussi un événement de l'histoire. Quelque part, ce que vous relatez nous parle de l'histoire à venir, c'est-à-dire d'une histoire catastrophique, qui n'est plus simplement celle des générations, des rois, des guerres, des grandes fêtes, mais qui est celle des grandes catastrophes. Vous êtes le témoin d'une inauguration catastrophique. Et ce qui me semble tout à fait grave et méconnu, c'est la confusion entre la guerre et l'accident. Vous faites souvent référence à des personnes qui disent « mais on ne comprend pas, c'est la guerre ou c'est un accident? Pourquoi il y a des soldats? Pourquoi on est évacué? Pourquoi tous ces hélicoptères? Qu'est-ce qui se passe ?» Moi, je trouve que c'est peut-être l'élément le plus important pour aujourd'hui, pour notre génération, cette confusion terroriste entre la guerre et l'accident. Les premiers jours, c'était un véritable désarroi, car les références au passé n'étaient d'aucun secours. Notre connaissance accumulée de l'horreur, c'est bien sûr la guerre. Et là, tout était en fleurs. Les plantes continuaient à pousser, les oiseaux continuaient à voler. Et pourtant, l'homme se rendait compte que la mort était partout. Invisible, inaudible. Il se rendait compte qu'il n'était pas adapté à ce nouveau monde, ce nouveau visage de la mort, à ce nouveau visage du mal. Et ce désarroi était paralysant. Je pense que cette énorme quantité de blindés, d'hélicoptères, ces centaines de milliers de soldats, c'était une défaite totale du passé. La direction soviétique agissait selon la logique du passé. Beaucoup de moyens techniques, beaucoup de militaires, mais tous ces grands moyens étaient impuissants. Cette image de guerre, cette culture de guerre du passé s'est effondrée sous mes yeux. Je crois que le précédent de Tchernobyl, c'est Hiroshima. C'est-à-dire que les hommes ont osé utiliser le feu du ciel, c'est-à-dire la radioactivité, pour faire la guerre. D'une certaine façon, Tchernobyl et Hiroshima se donnent la main. D'un côté, c'est un acte de guerre avec une bombe pour stopper la guerre du Pacifique, et de l'autre côté, c'est un accident qui se produit dans l'Union soviétique. Je pense que nous sommes entrés là, vous et nous, dans ce qu'on peut appeler un état suicidaire. Les sociétés anciennes connaissaient l'état suicidaire individuel.
un individu qui avait perdu sa femme se suicidait. C'était une référence au refus de continuer de vivre sans son amour. C'était un état suicidaire psychologique qui concernait une personne, 2 personnes, 10 personnes. Depuis Hiroshima, nous sommes entrés dans un état suicidaire sociologique qui concerne non seulement un homme, une femme, mais l'espèce humaine. L'espèce humaine a osé envisager son suicide. Que pensez-vous de cela face aux liquidateurs, qui sont les guerriers du feu nucléaire? On dit des pompiers qu'ils sont les guerriers du feu. C'est une expression en France. Vos pompiers, vos liquidateurs, sont les soldats du feu du ciel, c'est-à-dire du feu de la radioactivité. J'ai remarqué qu'il y avait eu une pause entre la période où ces gens avaient travaillé là-bas et leur interprétation de ce vécu. Parce que les gens connaissaient les dangers du nucléaire militaire. Mais cet accident provenait du nucléaire civil, alors qu'on nous avait toujours affirmé que ce dernier était totalement sans danger, qu'il était d'une nature différente. À Tchernobyl, il s'est subitement avéré que l'atome pacifique, selon l'expression soviétique, tuait lui aussi. Au début, les gens sacrifiaient leur vie, mouraient sans comprendre ce qui se passait. Mais plus tard, j'ai rencontré plusieurs liquidateurs gravement malades, mourants. J'en ai interviewé une bonne centaine. Certains m'ont appelé et m'ont demandé de venir les voir. Ces soldats du feu, comme vous dites, se rendaient compte qu'ils étaient les premiers à avoir obtenu une nouvelle connaissance. Et ils ne voulaient pas que cette connaissance disparaisse avec eux. Ils me parlaient non pas de leur mort prochaine, et Dieu sait qu'on n'a pas envie de mourir à 25 ans, mais de cette connaissance dont ils voulaient transmettre la torche. Ils disaient, notez ce que nous avons vu. Nous ne l'avons pas compris. Vous ne le comprendrez peut-être pas non plus, mais marquez-le. Ils se comportaient comme des gens qui ont été projetés dans une réalité nouvelle, comme des éclaireurs du futur. Dans le livre, quelqu'un dit, je ne me souviens plus, les témoignages sont tellement nombreux et multiformes, dit « cet accident va fabriquer des philosophes ». Je crois que c'est une expression extrêmement importante, parce que Platon, Aristote, Nietzsche, Heidegger, Husserl ne sont pas à même de répondre à cette question. Aucun. Et celui qui l'a compris, c'est un autre philosophe que j'aime beaucoup, c'est Albert Camus. Albert Camus est le premier, quand il a appris la bombe d'Hiroshima, à dire « Mais arrêtez, c'est pas possible ce qui vient de se produire, ça nous dépasse ». Et il a lancé, avec d'autres, la philosophie de l'absurde. Donc j'ai l'impression que, quelque part, Tchernobyl est le comble de la philosophie de l'absurde pour l'espèce humaine. Pas seulement pour l'URSS ou la Russie, mais pour l'espèce pensante, l'espèce qui a la sagesse, qui recherche la sagesse. Cet acte de Tchernobyl, parce que c'est qu'un acte, il y a eu un dysfonctionnement, il y a eu peut-être une mauvaise coordination, aboutit à une situation qui excède la philosophie et qui parle de la fin, qui parle de ce que les philosophes appellent l'eschatologie, la question de la finitude, non pas de la fin du monde, l'Apocalypse, laissons, mais de la finitude. La philosophie est confrontée à la finitude et elle a face à elle le nihilisme, c'est-à-dire celui qui aime la fin. Il y a là quelque chose de fou, il y a là quelque chose qui est le contraire de la philosophie. C'est la philo-folie, l'amour du mal. Est-ce que vous avez rencontré parmi les témoins, les victimes, les acteurs, et aussi des acteurs à la centrale, quelqu'un qui parlait de cette fin, de cette finitude? Vous avez fait une remarque très intéressante.
Je me souviens d'une institutrice. Nous avons parlé dans la bibliothèque de l'école où elle enseignait. Littéralement révoltée, elle me montrait les rayons remplis de livres et disait « Personne ne peut nous aider. Ni Dostoïevski, ni Tolstoï, ni l'Église. Ces jours-là, les églises sont pleines, mais nous n'y trouvons que de la consolation. » Je dirais que ce discours était une forme de résistance à ce nouvel inconnu. Une révolte contre l'impuissance du passé. Les gens ont compris que pour survivre, il fallait comprendre quelque chose. Sinon, comment résister à ce qu'on ne comprend pas, à ce qui n'a pas d'explication, à ce qui est inconnu de tous? Aucun esprit, fût-il génial, ne pouvait les aider. Les gens devenaient donc des philosophes malgré eux, car ils ont compris qu'ils ne pouvaient compter sur personne, que chacun se trouvait seul face à ce mystère. Tchernobyl était un mystère qui vouait chacun parmi nous, moi y compris, de même que mes héros, à une solitude colossale, infinie, parce que tout changeait. La notion du temps, la notion de la mort. Juste un exemple. Dès les premiers jours après la catastrophe, des soi-disant particules chaudes qui brûlaient de l'intérieur l'homme qui les a inspirées ont fait leur apparition. L'homme mourait et on l'enterrait dans un cimetière. Mais voici ce que les scientifiques nous ont expliqué. Si des centaines ou des milliers d'années plus tard, on retournait cette couche de la Terre et qu'on libérait ces particules immortelles, d'autres personnes les inspireraient et en mourraient. Pour nos notions, notre vocabulaire, c'était quelque chose d'inconcevable. J'ai compris alors que la philosophie est apparemment une forme de notre élan, de notre ascension humaine, de ce que nous devenons seulement dans l'amour et la mort. Il me semble que les gens à Tchernobyl étaient bouleversés, comme ça arrive seulement au moment d'un grand amour, ou à l'article de la mort. Aristote disait que la substance est absolue et nécessaire et l'accident est relatif et contingent. C'est-à-dire que l'accident de Tchernobyl est un accident de la substance, c'est-à-dire du système nucléaire. Mais je crois que c'est aussi un accident de la science, un accident de la connaissance. L'accident de la connaissance pose des problèmes qui sont d'une autre nature que les accidents des substances, c'est-à-dire un déraillement de train, un crash d'avion, une centrale qui se met à fuir, etc. On est devant un accident qui est la grande question de la philosophie. C'est est-ce qu'il peut y avoir un accident de la conscience? Vous dites que les victimes n'ont pas conscience de l'événement qui les dépasse infiniment et qui dépasse toute philosophie. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'on avait expérimenté une fois à Auschwitz. À Auschwitz, on a expérimenté l'accident de la conscience. Mais là, ça recommence à travers le nucléaire, à travers Hiroshima, à travers Tchernobyl. C'est la conscience qui est accidentée. C'est pas seulement la science. Comme le disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je crois que Tchernobyl illustre ça. Et c'est une leçon pour notre époque, car notre époque est au bord du gouffre aussi, dans certains types de recherches et dans certains types d'actions, aujourd'hui, à la fin de 2002. Vous savez, avec Tchernobyl, les gens ont eu beaucoup de doutes sur la nature même de l'homme, sur la culture humaine. Car on avait l'impression que notre âme s'enrichissait uniquement à travers la connaissance du mal. Le mal était notre forme de connaissance. Mais il prenait de telles dimensions que nous étions obligés de sortir des limites de nous-mêmes, d'exploser. Et cependant, nous étions incapables de le concevoir dans sa totalité. C'était une forme de suicide de la pensée, de la culture. Pas seulement la mort de l'homme en tant que corps physique. J'ai été le plus frappé par le fait que c'était un suicide de la pensée.
Ces jours-là, je m'intéressais beaucoup au côté irrationnel de l'homme. La conscience reculait, la culture reculait, et c'était le subconscient qui commençait à fonctionner. Les gens avaient peur de monstres. Ils racontaient des histoires sur des bébés à 5 têtes, des oiseaux sans tête ni aile. C'est-à-dire, l'homme essayait, là aussi, de dépasser ses propres limites. Et voilà quelle était mon observation la plus intéressante. Comme vous savez, la Biélorussie a souffert le plus de la catastrophe de Tchernobyl. Or, la Biélorussie est à ce jour un pays agraire, archaïque, où les paysans vivent à l'unisson avec la nature, où ils utilisent encore des outils primitifs, la charrue, la hache, la pelle. Et c'est cet homme naturel, le paysan, qui a réchappé le mieux à Tchernobyl. Lorsque j'allais dans des villages de la zone contaminée et que je parlais à des vieilles femmes ou à des hommes âgés, leur construction du monde restait solide, résistait à la catastrophe. Mais lorsque je parlais à nos grands physiciens, à des généraux, à des hommes politiques, à des fonctionnaires, soit ils étaient totalement impuissants, soit ils restaient dans l'inertie de leurs anciennes connaissances, dans l'inertie d'anciens modes de comportement. Le directeur d'une importante cellule de crise exigeait « Faites-moi voir ce putain de réacteur ». On lui expliquait qu'il était impossible de s'en approcher, que c'était un niveau de radioactivité très élevé, mais il refusait d'y croire car le danger n'était ni visible ni palpable. Pour moi, c'est toujours une énigme. Pourquoi le monde des gens simples résistait, ne s'écroulait pas? Et j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. Était-ce leur humilité qui les aidait ou peut-être leur résignation devant l'idée de disparaître avec cette nature dont ils se sentaient partie intégrante? Je pense aussi aux animaux qui ont senti la catastrophe bien avant les gens. Je me demandais tout le temps, auprès de qui devons-nous apprendre? La science ne peut rien nous enseigner. La culture est impuissante. Devons-nous apprendre auprès des animaux, auprès des gens simples, proches de la nature? Ce sont de très grandes questions. Il y a un écrit de Paul de Tarse, Saint Paul, où il dit une phrase extraordinaire pour notre temps. Vous serez sauvés comme à travers le feu. Vous serez sauvés comme à travers le feu. Je crois que notre époque ne peut pas reculer, revenir à l'enfance, revenir à Platon, à Socrate, à l'enfance, à la sagesse. Elle doit passer à travers le feu, c'est-à-dire oser regarder en face la méduse, c'est-à-dire une possibilité d'extinction de l'espèce, pas simplement la mort d'un homme ou d'un autre, mais la possibilité d'une fin de l'espèce, non pas pour désespérer, mais pour, au contraire, espérer. On ne pourra pas détourner le regard, on ne pourra pas censurer la menace. C'est trop tard. Aujourd'hui, la menace est devant nous et il faut regarder ce que Victor Hugo appelait le soleil noir. C'est avec ce courage-là qu'on pourra dépasser le feu. Je vous dis trop de choses, mais bon, c'est mon défaut. Non, non, cela me plaît beaucoup. Vous savez, il y avait là d'autres sensations très particulières. J'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Les pompiers qui se sont trouvés sur le toit du réacteur la première nuit après l'explosion ont reçu des doses de radiation qui dépassaient de milliers de fois les doses létales. Lorsqu'on les a transportés à l'hôpital, même les médecins, le personnel soignant, leurs proches, devaient porter des scaphandres pour les approcher. C'est-à-dire, ce n'étaient plus des personnes humaines, mais des objets à désactiver. Bien sûr, c'était une limite où les sentiments humains n'avaient plus cours. Leurs épouses ou leurs petites amies avaient peur de les approcher. Les scientifiques, les médecins, leurs proches, tout le monde avait peur d'eux. Ces irradiés se trouvaient de l'autre côté d'une frontière. Et cela nous confrontait à de nouvelles questions morales.
Et voilà ce qui m'a bouleversé le plus. J'ai subitement compris, en regardant autour de moi, que rien, sauf l'amour, ne pouvait nous sauver. Je me souviens d'une femme qu'on empêchait de voir son mari. La nuit, elle montait néanmoins dans sa chambre par une échelle de pompier pour le soutenir. Cet homme est resté en vie plus longtemps que tous les autres. Tous les 16 liquidateurs qui se trouvaient dans cet hôpital étaient déjà morts, et lui, pas forcément le plus fort d'entre eux, leur a survécu de plusieurs jours grâce à l'amour de sa femme. C'était une leçon d'une qualité humaine nouvelle dans cet espace nouveau. Je crois aussi. Je crois que le passé a héroïsé par exemple, les vainqueurs de Stalingrad, ou par exemple, les combattants de Verdun, par exemple, ou bien ceux de Waterloo. Je crois que les liquidateurs sont les héros de la nouvelle héroïsation. L'héroïsation ancienne était une héroïsation tragique, c'est-à-dire celle de la cavalerie, celle de l'assaut, celle du combat des hommes contre les hommes, ou contre les chars d'assaut. Là, le héros est le héros de la lutte contre l'ennemi invisible, contre un mal qui attaque non seulement les hommes, mais qui attaque toute vie, toute vitalité. Je crois que les liquidateurs ne méritent pas une statue. C'est à un autre niveau que ça se pose. Je crois que les liquidateurs sont des prophètes malgré eux. Ils sont des prophètes non pas par leur dire, comme Isaïe ou Jérémie ou je ne sais qui, mais par leur acte. Ils sont des personnages kafkaïens. Il y a un procès de Tchernobyl qu'il faudra faire un jour. Non pas pour trouver les coupables qui ont été les responsables, mais un procès de ce qui s'est passé là au nom du progrès et à travers la mort des liquidateurs, à travers un courage inouï, qui n'est pas le courage de tuer son ennemi, mais de se battre contre la mort collective, contre la mort radioactive. Je crois honnêtement que les liquidateurs ont une place historique dans le panthéon des sciences. Les sciences ne sont pas simplement le fait d'Einstein, des grands savants, etc., etc. Sont le fait des laborantins, de ceux qui travaillent avec leurs mains et qui fabriquent des choses. Et puis par moments, ça pète. Pour moi, la question du liquidateur est une question aujourd'hui très importante. Parce qu'ils sont, à mon avis, le contraire de ceux qui se suicident. Ils vont à la mort, ils le savent. Mais ce ne sont pas des suicidaires au sens des attentats suicides, comme ce qu'on voit en ce moment. Ils donnent leur vie pour la vie, pas pour la mort. Ils ne se suicident pas. Ils luttent contre ce qui dépasse à la fois leur gouvernement, à la fois les responsables scientifiques et à la fois, je dirais, les philosophes. C'est remarquable, Paul, d'avoir dit ça. Car actuellement, on a déjà érigé plusieurs monuments en l'honneur des héros de Tchernobyl. Mais ce sont des monuments qui rappellent des monuments militaires comme deux gouttes d'eau. Je ne viens plus aux inaugurations de ces monuments-là, parce que j'ai vu trop de liquidateurs qui mouraient dans des souffrances atroces. Je leur ai beaucoup parlé, et je sais qu'ils ne regrettaient pas d'avoir fait ce qu'ils ont fait, qu'ils comprenaient qu'ils avaient sauvé le temps même, le temps vivant. Beaucoup parmi eux se rendaient compte des dimensions de la catastrophe, comprenaient qu'ils ne défendaient pas, comme à la guerre, l'État, la patrie, l'idée, mais qu'ils défendaient la vie même. Et dans leurs récits, ils parlaient peu de leur mort prochaine, de la mort d'autres gens, mais ils étaient très perturbés par la mort des animaux, car on y avait fusillé des animaux. Ils étaient perturbés par l'enterrement de la terre, car on y avait enterré des couches entières de la terre contaminée, avec des myriades d'insectes de toutes sortes. C'est de cette mort-là qu'ils parlaient, c'est-à-dire
qu'ils avaient une compréhension tout à fait nouvelle de la mort. J'ai parlé avec des dizaines de ces hommes jeunes dont aucun n'avait envie de mourir. Et pourtant, ils parlaient tout le temps d'une connaissance nouvelle. Leur souffrance, leur mort imminente reculaient à l'arrière-plan. Je dirais même que leur souffrance se transformait volontairement en une connaissance nouvelle dont ils nous faisaient le don. Ils nous donnaient cette connaissance nouvelle et disaient « Regardez, il faut faire quelque chose avec cette connaissance. » Nous sommes les premiers à l'avoir vue, à l'avoir appris. J'ai écrit plusieurs livres sur la guerre. J'ai interviewé des centaines de gens. Et ces gens n'ont jamais parlé du temps. Mais dans le discours des liquidateurs mourants, le problème du temps était présent en permanence. Ils utilisaient souvent des notions telles que disparition, à tout jamais, pour toujours, tous. Les dimensions de la mort s'amplifiaient allant de l'homme aux papillons, aux hérissons, aux plantes. J'avais la sensation d'un monde tellement différent que ces monuments militaires, pour revenir à ce par quoi j'ai commencé, me semblent totalement inadéquats. Je pense que nous n'arrivons pas à rattraper la réalité, c'est-à-dire que les dimensions de l'horreur dépassent notre âme et notre culture. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit à propos des liquidateurs. C'est qu'ils ont sauvé l'Europe de l'Ouest. Étant donné la portée des vents à l'époque, étant donné que le nuage s'est déplacé sur l'Europe, il est évident que les liquidateurs n'ont pas simplement fait le travail pour la région de Tchernobyl, mais en réalité, ils ont protégé l'Europe et ils ont protégé la vie de milliers d'individus, peut-être de dizaines de milliers d'individus qui seraient morts aujourd'hui du cancer ou de je ne sais quoi s'ils n'avaient pas réussi à mettre le sarcophage. D'ailleurs, le mot sarcophage pour le béton que l'on a coulé sur la centrale, c'est un mot extraordinaire, parce que c'est un mot mythique. Le sarcophage, c'est quoi? C'est le pharaon, c'est le maître du monde. Et là, ce que l'on met sous le sarcophage, c'est le feu nucléaire. Comme si le maître du monde était devenu le feu nucléaire. Le mot même de sarcophage m'a toujours paru extraordinairement bien choisi. Je crains une chose. Le feu nucléaire. Je crains que l'homme ne revienne à son soi-même ancien, tel qu'il a toujours été. Je crains que ces morts de liquidateurs, leurs sacrifices, ne protègent notre absence de volonté de changer, de revoir notre philosophie, notre place dans la vie, nos objectifs dans la vie. Malheureusement, les liquidateurs, au prix de leur mort, nous ont donné la possibilité de ne pas changer, de rester comme avant. C'est cela que je regrette le plus. Et lorsque j'écrivais mon livre, j'espérais que leur sacrifice soit au nom de notre salut, et non pas au nom de notre suicide collectif. Au revoir.
Svetlana, de quoi allons-nous parler? De Tchernobyl encore? Essayons. Parlons encore de ce mystère. En tout cas, ce mystère m'intrigue toujours, bien que mon livre ait été écrit il y a longtemps. Tchernobyl est un événement hors norme. C'est un événement atypique. Il fait partie de ce qu'on pourrait appeler la quantité inconnue. À côté du progrès, c'est-à-dire des performances qualitatives de la science, des performances qualitatives du progrès technique et scientifique, il y a une logique quantitative. Plus le progrès est puissant, et plus les accidents, plus les drames sont douloureux, catastrophiques. Comment avez-vous vécu cet accident? À travers la rencontre avec les personnages, à travers des témoignages? J'essaie de me remémorer maintenant les premiers jours après l'accident. Comment cela se passait, comment je plongeais dans ce mystère. Je me souviens qu'au début, toutes les conversations sur ce thème ne me fournissaient aucune explication. Nous étions tous confus. Nous nous regardions et ne trouvions pas de mots pour exprimer nos émotions. Les gens répétaient le plus souvent « Je ne l'ai lu nulle part, je ne l'ai vu nulle part, personne ne m'en a parlé ». Il y avait une rupture colossale avec notre passé. Ce passé s'est avéré impuissant. C'est peut-être parce que c'était un accident du temps, beaucoup plus qu'un accident de l'espace. Les accidents dans le passé concernaient l'espace. Le Titanic coulait dans l'Atlantique Nord. Un avion s'écrasait sur une base. Or là, c'est un accident dans le temps, dans la temporalité. L'événement de Tchernobyl est hors norme au sens où il concerne le temps astronomique, le temps des générations, des siècles et des millénaires. C'est un accident qui, en ce sens, est moins attaché à l'espace, à la matérialité qu'à la temporalité. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a intéressé dans les rencontres que vous avez eues, ce rapport au temps? Il était tout de suite évident, dès qu'on voyait les yeux bouleversés des gens, que nous avions été projetés dans une réalité nouvelle. Et que cette couche culturelle qui nous protège habituellement avait instantanément explosé. Nous nous sommes retrouvés nus. Des gens nus sur une terre nue. On était obligés de tout recommencer. Alors je cherchais, et c'est ce que les gens attendaient de moi, je cherchais à toucher ce qui était arrivé, mais qui était au-delà de notre connaissance et de notre imagination. Or, nous étions immédiatement confrontés au problème de notre inadaptation à cet événement. Parce que la première sensation là-bas dans la zone est que notre instrument biologique est inadapté. Nous, créatures divines, n'y sommes pas prêts. Nos yeux ne voient pas la radiation, nos nez ne la flairent pas, nos mains ne la touchent pas. Toute notre biologie n'est pas prête. Et notre vocabulaire n'y est pas adapté. Nos sentiments, nos représentations n'y sont pas adaptées. Toutes les dimensions humaines n'y sont pas adaptées parce que jusque-là, le temps était mesuré avec nos dimensions humaines. Peut-être cela avait-il déjà changé après la bombe nucléaire. Et pourtant, c'est après Tchernobyl que la notion du temps a pris une dimension radicalement nouvelle. Le temps s'est transformé en éternité. La fin et le commencement se sont touchés. Dans la zone contaminée, on rencontre des gens qui sont restés en refusant l'évacuation. Ils fauchent l'herbe avec une fourche, cultivent la terre avec une charrue, abattent des arbres avec une hache, passent leur soirée à la torche. Et en même temps, les physiciens essaient de résoudre des problèmes énigmatiques d'une complexité inouïe posée par Tchernobyl. Tchernobyl est une réalité totalement nouvelle qui n'est commensurable ni à nous-mêmes, ni à notre culture, ni à notre potentiel biologique.
Restons dans le principe de l'accident historique. Un accident historique marque une époque parmi d'autres. Il y a un accident qui se passe à l'époque préhistorique, puis à l'époque historique. Est-ce qu'on peut dire que Tchernobyl est un accident post-historique? C'est-à-dire qu'il remet en cause la longue durée des mois, des siècles, et donc de l'histoire, pour entrer dans un temps qui est post-historique, c'est-à-dire qui réfère à l'astronomie. S'il y a quelque chose qui n'est pas réellement historique au sens des hommes, c'est bien l'astronomie, le temps de l'univers, le temps de, je dirais, de la création. Mon sentiment est que nous avons touché avec ce drame, nous avons touché non pas la fin de l'histoire, comme le disait Fukuyama, mais nous avons touché une rupture historique sans référence à la succession. Qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est le temps de la succession. C'est-à-dire il y a avant, pendant, après. Là, après, et sans référence. Le temps qui a précédé l'accident est un temps qui ne communique pas avec le temps qui succède à l'accident. La panne de ce réacteur met en panne la science historique. Pourquoi? Parce que l'accident a toujours été local. Il a toujours été lié à un objet ou à un autre, à une inondation, etc. Et là, il est global. Il englobe l'avenir du monde, l'avenir de l'espèce vivante, animale, humaine. Je prends un exemple de cet accident global. Ça peut paraître un mot. Quand les liquidateurs vont enterrer la Terre dans la Terre, c'est une absurdité absolue. On n'enterre pas la Terre dans la Terre. Vous savez, nous avons grandi dans un pays qui a été matérialiste. On a combattu la religion, on a combattu Dieu. On peut dire que Dieu a été chassé de notre vie. Subitement, il s'est avéré que sa présence était indispensable. Toutes les églises étaient remplies, surtout les premiers jours après l'accident. Les gens, communistes et non communistes, ont commencé à porter des petites croix qu'ils avaient cachées jusque-là dans leur tiroir. Le monde tridimensionnel de la physique est subitement devenu trop étroit. Il n'a rien pu nous expliquer. Et sous mes yeux, les gens changeaient, se transformaient en des personnes différentes. Ils se sont retrouvés seuls avec leur malheur. L'État les a trompés et les a laissés dans la solitude. Les philosophes, les écrivains, les sciences humaines en général ont fait la preuve de leur impuissance. Certes, ils ont essayé d'expliquer quelque chose en termes habituels. Mais il suffisait de se retrouver dans la zone contaminée et d'éprouver la peur de toucher à une pomme ou de s'asseoir sur l'herbe. La peur même de regarder des gigantesques fleurs dépassant largement la norme qui y ont poussé, pour se rendre compte que nous vivions désormais dans un monde différent, effrayant, qui défie l'explication. Les gens ont essayé de s'accrocher à tout, à la physique, à la religion. Mais si la religion donnait au moins une consolation, la physique n'expliquait rien du tout. Et les gens, restés dans la solitude, se sont mis à chercher la connaissance par leurs propres moyens. Ils ont ouvert les yeux. D'une part, ils étaient les témoins d'une catastrophe sociale. Un énorme empire était en train d'éclater. Un empire qui a trompé les gens et a été impuissant à les aider. Et d'autre part, les gens qui avaient vécu dans le monde matérialiste comme enfermés dans une cage, le matérialisme est une révolte contre l'infini, ont compris qu'ils avaient été projetés dans cet infini. C'était une impression très forte, cet homme seul. J'avais tout le temps l'impression, en parlant à ces gens, que je notais non pas le passé, mais le futur. Finalement, la philosophie matérialiste
a été piégé par un accident qui n'est plus celui de la substance, de la matière, mais par celui de la connaissance. Ce qui a été accidenté à Tchernobyl, c'est la science, c'est la connaissance, et c'est même la conscience. Si on prend l'accident de la substance, c'est effectivement l'effondrement d'une montagne, une inondation, un crash d'avion, etc. Or là, c'est la science elle-même, autrement dit la connaissance, qui a été accidentée. Quelque chose a atteint la connaissance dans sa réalité. Et ce quelque chose, c'est effectivement ce qu'on peut appeler l'esprit, mais aussi ce qu'on peut appeler, je dirais, tout simplement la conscience. L'accident de la conscience est aussi une réalité. On en a eu un exemple extraordinaire avec Auschwitz. Or, d'une certaine façon, Tchernobyl, comme Auschwitz, mais aussi comme Hiroshima, est un accident de la conscience. Donc, on a 3 accidents en un. On a un triptyque accidentel. L'accident de la substance, ça s'effondre, ça explose, la centrale. L'accident de la connaissance, c'est la connaissance même des physiciens atomiques qui, quelque part, est dépassée par l'événement. Et enfin, l'accident de la conscience elle-même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intelligence de cet événement. Cet événement dépasse la conscience. On a 3 accidents en un, comme les poupées russes. Vous savez, c'était une sensation très bizarre. On arrive dans un 4x4 le plus banal dans cette zone et l'on plonge immédiatement dans un environnement du mal, de la mort. Et l'on est incapable de reconnaître ce mal, cette mort, car il porte des habits nouveaux. Et là, la conscience s'arrête. Vous avez totalement raison. La conscience, confrontée à cela, se trouvait en confusion, en désarroi. Les gens essayaient soit d'agir par inertie, l'inertie de la culture, l'inertie de l'État, soit de fermer les yeux. C'était la réaction des gens simples qui était la plus intéressante. Ils étaient plus ouverts, car ils n'étaient pas sous l'emprise de la culture. Ils y entraient donc dans ce nouveau monde et essayaient d'y comprendre quelque chose et de s'accrocher à quelque chose. C'était très intéressant d'observer comment, lorsque la conscience refusait de fonctionner, le subconscient prenait le relais. On racontait d'abord qu'on transportait des cadavres par milliers pour les enterrer dans des endroits secrets, parce que l'on cherchait des victimes immédiates. C'est notre notion du temps, les victimes. La balle te tue maintenant, ou bien tu meurs à l'hôpital rapidement. Or là, la mort s'étendait sur plusieurs générations. C'était une mort nouvelle dont le mécanisme venait d'être lancé. Et ce mécanisme allait fonctionner pendant des siècles. C'est alors que le subconscient s'est mis à exhumer des peurs ancestrales. Les gens parlaient de monstres, d'enfants à plusieurs têtes, de poissons sans tête qui nagent dans les rivières, d'oiseaux qui ont une durée de vie extraordinaire mais non plus d'oisillons. Et c'était les enfants qui posaient les questions les plus extraordinaires. Pour moi, c'était un phénomène épatant. Ils posaient des questions philosophiques fondamentales. Ils étaient des philosophes en herbe. Les enfants demandaient par exemple si les poissons ou si les oiseaux allaient avoir des petits. Alors que les vieux essayaient de se souvenir de quelque chose de similaire dans leur expérience passée. Comme s'ils avaient déjà connu cela. C'était très intéressant d'observer comment l'homme cherchait de nouveaux points d'appui dans ce monde nouveau, alors que la propagande officielle, la culture, la philosophie, étaient paralysées, gardaient le silence. Il me semble que si nous avions compris Tchernobyl, nous aurions écrit davantage là-dessus. Nous sommes paralysés par la connaissance de notre ignorance. L'autre aspect qui m'a frappé dans Tchernobyl, c'est la confusion entre la guerre et l'accident. On entend dans les témoignages, mais
c'est pas la guerre, et pourtant c'est la guerre. Pourquoi tous ces soldats, pourquoi ces blindés, pourquoi ces hélicoptères dans le ciel? On n'est pas en guerre, il n'y a pas d'ennemi, quel est l'ennemi? Comment se battre, etc. Sans arrêt, la référence à la guerre devient la référence majeure. Le seul exemple comparable, c'est la guerre mondiale. C'est la Grande Guerre, comme on disait en 14-18. Et il me semble qu'il y a là quelque chose aussi de tout à fait nouveau. C'est-à-dire que l'accident global, l'accident dont on a parlé, est aussi un accident qui concerne la nature des rapports entre les hommes. Les hommes, c'est la paix ou la guerre, avec des déclarations de guerre, avec des affrontements, des batailles. Là, tout d'un coup, ce qui remplace la guerre, c'est un accident tellement important qu'il nécessite les forces de défense d'une nation, qu'il nécessite une vigilance nouvelle, etc. Comme si l'accident de Tchernobyl était une préfiguration des nouvelles guerres, des guerres terroristes, des guerres où les attentats et les accidents sont indiscernables, où la déclaration de guerre n'existe plus, où les uniformes n'existent plus, où les drapeaux n'existent plus, où il y a simplement la malfaisance volontaire d'un terroriste ou la malfaisance involontaire d'un accident, je dirais, spontané. Je crois que ce que nous vivons en ce moment dans le monde, c'est cette indétermination entre l'accident et la guerre. L'accident a atteint des tels niveaux de dégâts, de mortalité, d'implication dans la durée, que la guerre traditionnelle est dépassée. C'est-à-dire que l'affrontement des hommes avec des règles, avec une politique, Clausewitz, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. C'est une forme. Or, tout d'un coup, un accident majeur, comme Tchernobyl, je dirais, remplace cela. À mon avis, il y a là un danger très grand. Que demain, les attentats et les accidents soient utilisés pour déstabiliser un ennemi ou un autre. C'est une chose qui m'inquiète beaucoup aujourd'hui. Une des impressions très fortes des premières années, voire des premiers mois après la catastrophe, c'est lorsque l'on commence à comprendre que l'image de l'ennemi a totalement changé. Ce qui était notre culture militaire, notre littérature militaire, ne fonctionne plus ici. Et je me souviens comment pleurait le père de l'opérateur Rodimtchouk, cet opérateur de la centrale qui avait appuyé sur le bouton et déclenché ainsi l'accident. Toute la chaîne des événements qui ont provoqué l'explosion s'est concentrée sur cet opérateur. Le réacteur explosé et le sarcophage sont en fait un monument funéraire à cet homme puisqu'il a été pulvérisé dedans. Mais on lui a fait une tombe au cimetière. Et le vieux y venait, toujours tout seul près de cette tombe. Les gens passaient à côté de lui et lui crachaient « C'est ton fils qui nous a fait exploser ». Parce qu'ils avaient besoin de voir un ennemi. C'est l'habitude des gens de voir leur ennemi. Et là, c'était un simple opérateur. Je me souviens que son père disait « Pourquoi dites-vous cela? Il était si gentil. Il adorait les chatons. Il portait à l'étang les petites grenouilles égarées. C'était un bon garçon. Il s'est soudain avéré qu'un homme normal, ordinaire peut nous tuer. Un homme qui vient simplement à son travail, qui n'a pas les idées d'un terroriste dans sa tête. Un homme qui sera tout simplement le maillon d'une chaîne de circonstances techniques. Et cette nouvelle image de l'ennemi, c'était tellement incompréhensible. De même, lorsque l'on évacuait les gens, les personnes âgées se tenaient à genoux près de leur maison et disaient « Où est la guerre? Le soleil brille, les oiseaux chantent, tout pousse, il n'y a ni fumée ni gaz. » Une femme disait « Mais il n'y a que nos soldats partout, où est l'ennemi ?» À l'époque, nous n'étions pas prêts à répondre à cette question. Aujourd'hui, vous connaissez la réponse. Mais nous ne pouvions pas leur dire « Oui, c'est la guerre, mais une guerre nouvelle et un temps nouveau. » J'entends souvent en Suède « Nous allons interdire les centrales chez nous et nous serons en sûreté. » Mais ce monde sûr n'existe plus aujourd'hui.
On peut rester au café à siroter une boisson, et cela pètera ailleurs, à l'autre bout du monde, et nous allons mourir lentement, sans savoir que nous sommes en train de mourir. Il se trouve que nous sommes entrés dans une époque du mal qui ne fait pas de déclaration, qui ne se manifeste pas, qui ne connaît pas de loi. Nous sommes entrés dans un monde obscurci. À propos de cette situation, on a connu en France l'affaire du sang contaminé. Je ne vous en donne pas plus de détails. Et à cette occasion, une femme ministre a dit « J'accepte en tant que ministre ou secrétaire d'État à la santé d'être responsable, mais pas coupable ». La phrase « responsable, pas coupable » est une phrase tout à fait importante. Et je me demande si ce n'est pas la même question qui se pose pour les responsables, les autorités qui dirigeaient la centrale de Tchernobyl. Sont-ils responsables et pas coupables? S'ils sont ni responsables, ni coupables, ils sont quoi? C'est une des grandes questions. Pourquoi? Parce que la culpabilité et la responsabilité sont un élément de la justice. C'est une banalité de le dire. Or, devant l'importance du drame, aussi bien du sang contaminé en France que de la catastrophe de Tchernobyl, la question de la culpabilité est dépassée au profit, dans un premier temps, de la responsabilité, je pense au sang contaminé, et c'est le ministre qui dit « je me sens responsable, mais pas coupable », mais au niveau de Tchernobyl, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une responsabilité du chef de la centrale? À mon avis, même la responsabilité est déjà dépassée. Dans un premier temps, ce qui a été dépassé, c'est la culpabilité. L'accident qui est assez grave, la contamination du sang. Bon. Dans un deuxième temps, à travers tout ce que vous avez dit sur la philosophie et la crise de la conscience, c'est la responsabilité elle-même des acteurs qui est contestable. S'il y a un responsable aujourd'hui, c'est quoi? C'est la technoscience elle-même. C'est-à-dire, pas tel ou tel scientifique, pas tel ou tel responsable d'une centrale ou de je ne sais quoi, mais une science sans conscience de ses risques, de ses dangers, de ses drames, est une science responsable de ces perversités, dont Tchernobyl est un exemple majeur. Sans parler d'Hiroshima. L'engagement des physiciens nucléaires à poser des questions à la science au nom de sa responsabilité, à travers l'affaire Oppenheimer et d'autres. L'affaire de Tchernobyl pose la même question au niveau du nucléaire civil, cette fois-ci, pas du nucléaire militaire, la même question de la responsabilité, non seulement d'un individu ou d'un autre, mais de la science même. Faire cela, ce n'est pas faire le procès de la science, c'est entrer dans une intelligence nouvelle d'un accident qui dépasse la culpabilité traditionnelle et la responsabilité civile traditionnelle. Il y a là une grande question aux hommes de loi et donc à la raison et à la justice. Je pense qu'il peut y être question non seulement de la science, mais de toute l'image du monde que nous avons construite dans nos têtes. Il est question de notre hiérarchie des valeurs, de notre système de valeurs. Après Tchernobyl, toute la construction de notre monde semble se lézarder. Et les intellectuels ou les physiciens ou les philosophes ne sont pas les seuls à le comprendre. Les phénomènes les plus intéressants se passent au niveau de la conscience des masses. Les gens n'injurient pas et ne persécutent pas les scientifiques qui viennent par exemple dans la zone contaminée pour prendre des mesures du taux de la radiation dans les sols, etc. Un autre exemple. Le directeur de la centrale a été jugé selon l'ancien système de valeurs. En tant que directeur, on l'a tenu pour responsable et coupable de l'accident. Chez nous, on n'est pas encore assez avancé pour juger la science. Et lorsqu'il s'est retrouvé en prison, ses proches avaient peur que les autres détenus le tueraient. Ils avaient peur que les prisonniers le tiendraient réellement pour coupable et le lyncheraient. Mais en réalité, il s'est avéré que ces gens simples ont tout compris.
Ils ont compris qu'il était tout simplement le maillon final, qu'il fallait à tout prix désigner un coupable, et on l'a désigné lui. C'est-à-dire que nous, après Tchernobyl, n'avons pas poussé notre réflexion jusqu'au bout. La réflexion sur le fait que nous sommes allés beaucoup trop loin, que nous nous sommes approchés d'une frontière de l'horreur qui n'est plus commensurable avec notre temps humain, avec nos lois morales. Car tout cela ne fonctionne plus dans ce nouvel espace. Et là se pose en nouveaux termes la question d'une responsabilité collective, d'une responsabilité personnelle. Il s'est avéré que pendant de telles catastrophes, il n'est guère important quelle personne on est. Est-on honnête ou malhonnête, bon ou mauvais, professionnel ou piètre spécialiste? Le caractère global de cette catastrophe se manifeste dans la destruction totale du monde humain organisé selon les lois anciennes. On ne va pas se terminer sans parler des liquidateurs. Il faut dire un mot des liquidateurs. Les liquidateurs ont été des personnages extrêmement importants, non seulement pour la Biélorussie, pour l'URSS, mais aussi pour l'Europe. Nous sommes en présence d'individus qui ont été le contraire de ceux qui se suicident pour tuer. Ils sont morts pour sauver des vies. Ils sont morts par centaines, dans des conditions épouvantables. Et je crois qu'on est là devant une héroïsation qui n'a rien à voir avec l'héroïsation des soldats de Stalingrad ou d'ailleurs. C'est quelque chose de tout à fait nouveau qui commence. Ce sont des prophètes.